Bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver ce soir. Couverture maladie universelle CMU, le gros objectif 20 millions d'enrôlés à fin 2024 en Côte d'Ivoire. Tidiane Thiam, un profil qui dérange le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, une question que nous nous posons et qui seront répondues en plateau par nos analystes ici présents. Et pour analyser ces deux sujets, Sylvain Debailly, journaliste, analyste, connexioivoirienne.net et Lansina Karamoko, cadre du RHDP, ancien président de l'ex-leader, également membre du bureau politique du RHDP. Bonsoir à vous, très heureux de vous retrouver ce soir. Merci. Alors la première question que je vais vous poser, commençons bien sûr par Sylvain Debailly. Est-ce que vous avez une carte CMU? Non, je n'ai pas encore ma carte. Et pourquoi? Peut-être parce que je n'ai pas encore le temps d'aller faire ma carte. D'accord, et vous? Oui, j'en ai non seulement pour moi-même, mais pour toute ma famille. D'accord, et quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous faire enrôler? Vous savez, la sécurité sociale est une affaire de tous. Le gouvernement l'a initiée et nous avons espoir que cela va bien se passer. Et donc, dès que l'opération a été lancée, je suis allé m'inscrire avec toute ma famille. Et si c'était à refaire, seriez-vous enrôlé? Ah oui, pourquoi pas? Parce que de toutes les façons, la question de la sécurité sociale, voyez-vous, dans un pays capitaliste comme l'Amérique, la grande Amérique, le président Obama a initié, c'est vrai que ce n'est pas allé à son terme, mais quand même il a initié une sorte de maladie, de couverture maladie universelle, parce qu'il y a des populations qui sont complètement démunies, désœuvrées. Il faut penser à eux parce qu'on est en Afrique d'abord, et puis c'est le social. Et chacun devrait pouvoir avoir accès à des soins dans de très bonnes conditions. Et donc, c'est des initiatives qu'il faut encourager. Et moi, j'ai foi à l'opération. Alors, Sylvain Debailly, vous êtes journaliste. Est-ce qu'évidemment, la CMU donne accès à des soins de très bonnes conditions, comme l'a si bien dit Lansina Karamoko? Oui, mais avant d'intervenir sur ce sujet, j'aimerais préciser que je ne suis pas spécialiste de la question. Je n'ai jamais travaillé non plus sur la CMU. Mais tout ce que je vais dire ici, c'est ce qui relève en tout cas de l'analyse et de l'observation de certains faits. Allez-y. Voilà. Monsieur Karamoko l'a dit tout à l'heure que c'est quelque chose d'important. Parce que quand on est sorti de la crise, vous avez vu un peu cette demande sociale. Quand le gouvernement a institué ce qu'il avait appelé les soins gratuits, vous avez vu comment les hôpitaux ont été débordés. C'est dire que la sécurité sociale, la santé doit être une question, c'est une question existentielle et elle doit être traitée vraiment avec tous les égards, avec toutes les possibilités, tous les moyens de l'État. Voilà. Maintenant, vous me demandez si la CMU, telle qu'elle est pratiquée, est-ce que les populations ont vraiment accès aux soins de qualité à travers la CMU? Oh, il faut pas tout de suite voir les choses en termes de est-ce que les populations ont. Qu'est-ce qui existait et qu'est-ce qu'il faut corriger? Je pense que quand on a institué la couverture maladie universelle, qu'on appelle la CMU, il faut dire que c'est un système de sécurité sociale. Et donc, il y avait une certaine cible. Parce que les assurances en Côte d'Ivoire, ce n'est pas nouveau. Mais ce qu'on connaissait par le passé, c'était les assurances privées. Donc, il y a un certain nombre de populations, de fonctionnaires qui avaient leurs assurances. Maintenant, la CMU est venue pour prendre en compte cette demande sociale. C'est-à-dire, on a certains concitoyens qui n'ont même pas les moyens d'avoir accès à des soins de santé de qualité. Donc, il fallait mettre en place un système de sécurité, un système de mutualisation des efforts de tous pour pouvoir offrir des soins à cette frange de la population-là. Mais à l'observation, sinon à la pratique, il y a bien d'écueils. Il y a bien d'écueils. Quand vous allez dans les hôpitaux, il y a les conditionnements de réception, il y a la qualité même des soins qui laisse à désirer de sorte que quand on parle de CMU ou de couverture maladie universelle à certaines populations, elles ne sont pas rassurées, elles ne savent même pas de quoi il s'agit.
Donc voilà, un peu, il y a quelques tares comme ça, ben, je pense qu'on aura le temps de les détailler. Alors avant de revenir même dans le vif du sujet, objectif 20 millions d'enrôlés d'ici à fin 2024, M. Lansana Karamoko, oui. Pouvez-vous nous partager votre expérience avec la carte de la CMU? Oui, vous savez que nous sommes affiliés à plusieurs assurances de par nos fonctions, mais nous avons quand même opté pour cette opération. Et jusque-là, ma foi, peut-être pas moi-même personnellement, mais je connais bien pas mal de personnes qui ont réussi quand même à aller dans les hôpitaux et avoir droit aux soins à partir de la carte. Bien évidemment, comme l'a dit Sylvain Devailly, il y a quelques blocages, mais c'est quand même normal. Parce qu'une telle opération, même dans les pays les plus avancés sur la question, notamment la France, jusqu'en 2000, il y avait encore beaucoup de difficultés. Jusque-là, je dirais aujourd'hui, parce que c'est une opération qu'il ne faut pas voir tout de suite à court terme. Il faut voir l'opération à moyen et long terme. Et la MUGFC, qui est la Mutuelle Générale des Fonctionnaires de Côte d'Ivoire, à un moment donné, dans les hôpitaux, ça ne passait pas. Et quand la chose s'est plus assouplie, quand on arrive à l'hôpital, on dit, bon, pour la journée d'aujourd'hui, il fallait 20 personnes, il fallait 30 personnes, le reste là, allez vous débrouiller. Et quand on arrivait à la pharmacie, les pharmacies disaient, on a pris 20 bons de la MUGFC, on ne prend plus d'autres parce que ça ne paye pas. Mais il a fallu être patient, travailler, réformer pour qu'aujourd'hui, la Mutuelle Générale des Fonctionnaires de Côte d'Ivoire peut appeler un patient pour dire le médicament que vous prenez, c'est-à-dire le traitement sur lequel vous êtes, dans 2 ou 3 jours, le médicament que vous avez, ça va finir. Donc, il faut vous rendre à la pharmacie. C'est-à-dire que la mutuelle rappelle même aux patients qu'ils doivent aller en pharmacie directement pour s'approvisionner. Vous voyez, depuis sa création, et c'est maintenant que les choses ont commencé à fonctionner normalement. Pour la CMU également, on va être patient, il faut être indulgent. Les choses commencent à prendre, mais il fallait bien commencer. Mais, je le dis, avant la CMU, le président Laurent Gbagbo avait déjà lancé l'AMU, l'assurance mutuelle universelle. C'est le C seulement qui a changé. Maintenant, c'est la couverture mutuelle universelle, des maladies universelles. Et le président Laurent Gbagbo avait déjà lancé ça en 2001. Jusqu'à sa chute, il n'a pas pu véritablement décoller. Et récemment, on a vu la ministre de la Santé et de la Sécurité sociale en son temps, Ouchou Claudine, dire qu'il y a eu beaucoup de pesanteurs, notamment la partition du pays. Il fallait avoir le soutien de la communauté internationale. Il n'y avait pas une solidarité gouvernementale. Vous avez vu qu'ils ont travaillé sur la question de 2001 jusqu'à 2011. 10 ans, ça n'a pas pu décoller. Le président Ouattara, certainement, s'est inspiré de l'échec, n'est-ce pas, de l'AMU. Il s'est inspiré de l'expérience internationale. Il a réfléchi à son affaire. Et c'est seulement en 2019 que l'opération a véritablement décollé. Alors, lors d'une visite de terrain à Yopougon, mardi dernier, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, le ministre Camara, a indiqué que la nouvelle politique du gouvernement ivoirien, appuyée par la Banque mondiale et le réseau des parlementaires, permettra d'atteindre d'ici à fin 2024 20 millions d'enrôlés en Côte d'Ivoire. Sylvain Devailly, c'est quand même prétentieux. Oui, 20 millions d'enrôlés, c'est prétentieux. Mais c'est une ambition du gouvernement et celui qui l'a dit est celui-là même qui gère cette affaire de CMU. Donc, a priori, on ne peut que croire. On ne peut que croire, mais je disais tout à l'heure que cette CMU-là a quand même beaucoup de pesanteurs. D'abord, je voudrais dire que le président Ouattara a fait campagne sur cette assurance-là, mais quand il est arrivé au pouvoir, il a fallu attendre 4 ans plus tard. C'est-à-dire en 2014, pour que le premier décret soit pris. C'est dire quoi? Que ce n'était pas à l'ordre des priorités. Et de 2014, en 2014, donc, le premier décret est pris en mars. Et puis, pour la mise en pratique effective, il a fallu attendre 2019.
2019, à travers un autre décret qui a été pris pour commencer même les opérations d'enrôlement. Donc, vous voyez, entre 2014 et 2019, il y a pratiquement 5 ans. Et donc, il y avait aussi une population cible. C'est-à-dire que les premiers chiffres qu'on avait donnés pour voir la cible même qui est concernée, il y avait environ 2 500 000 personnes. Dans ces 2 500 000 personnes, il y avait près de 1,5 million de personnes qui étaient déjà assujetties à des assurances privées. Donc, dire aujourd'hui qu'on va enrôler 20 millions de personnes, effectivement, c'est prétentieux, mais les différents aménagements qui ont été faits également pourraient donc donner à penser à cela, parce que le gouvernement s'est donné un objectif d'enrôler au moins 70% de la population cible en 2025. Mais en même temps qu'on le dit, les différents aménagements qui sont faits excluent une certaine catégorie de la population. La première catégorie, par exemple, ce sont les élèves. Parce que pour être enrôlé à la CMU, il faut avoir 16 ans. Vous comprenez? Et donc, du coup, les élèves du primaire et jusqu'à même en troisième ne sont pas pris en compte. Ça, c'est une première faiblesse. Autre faiblesse qu'il faut souligner, c'est aussi cette lourdeur administrative qui est caractéristique quand même des administrations africaines, et en particulier de l'administration ivoirienne. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le digital qui pourrait nous permettre d'aller un peu plus vite sur certaines questions, mais ça traîne parce que vous voyez, quand vous voyez la CMU, il y a le volet santé qui est géré par le ministère de la Santé et il y a le volet social qui est géré par le ministère des Affaires sociales. Donc, il faut toujours faire des aménagements pour que les deux ministères soient sur la même longueur d'onde. Administrativement, cela n'est pas facile. Une autre faiblesse, c'est le délai de carence. Le délai de carence, bon, pour toutes les assurances, on le sait, hein, c'est en moyenne 3 mois. Mais pour cette assurance également, il y a un délai de carence qui est de 3 mois. Vous voyez, nos populations, la communication aussi est un défaut. Parce que vous voyez, nos populations ne sont pas suffisamment informées. On lui dit, il faut payer l'assurance. Bon, comme c'est dit, paye ton assurance. Il va payer, lui, il va penser qu'en donnant 1000 francs, tout de suite, quand il va partir, il aura accès aux soins. Et c'est là qu'on va lui dire, non, c'est 3 mois. Il faut attendre de payer pendant 3 mois avant d'avoir accès. 3 mois, donc, pour les populations ivoiriennes, pour les populations de nationalité ivoirienne. Et 6 mois de délai de carence pour les populations de nationalité étrangère. Vous comprenez? On peut corriger tout ça. On peut corriger tout ça. Et puis, si c'est 3 000 et si c'est 1 000 francs, pourquoi ne pas demander aux personnes de payer 3 000 en même temps et puis de combler cette affaire de délai de carence? Autre faiblesse, on a détaché l'opération de l'obligation d'enrôlement et puis l'accès aux soins. Vous pouvez avoir votre carte aujourd'hui parce que l'enrôlement est gratuit. Mais vous avez votre carte, vous arrivez dans un centre de santé, on peut vous dire non, qu'on ne prend pas en compte votre carte parce que vous n'êtes pas à jour. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de pesanteurs comme ça qui constituent des facteurs limitants de cette opération, de sorte que 20 millions d'enrôlés à l'horizon 2025, à 2024, ouais, paraît quand même ambitieux, mais on va voir comment, dans le déroulement, comment dans sa stratégie, le ministre va faire pour qu'on ait ce chiffre, parce que c'est important. C'est important. C'est-à-dire que ce que nous disons, ça doit être détaché de l'aspect politique. Parce que très souvent, ce qui grippe nos opérations, c'est ça. Il y a d'abord la façon de communiquer, puis la façon de pratiquer la chose. Il y a souvent une dichotomie qui fait que les populations ne sont pas toujours rassurées. On dit oui, alors que l'assurance n'a pas de couleur politique. Certaines personnes ont tendance à politiser cette opération, de sorte que ceux qui sont par exemple PPACI ne se verraient pas intéressés par l'assurance de Ouattara, et ceux qui sont RHDP seront les plus motivés peut-être à courir vers l'assurance de Ouattara parce que c'est l'assurance instituée par leur mentor. Vous comprenez? C'est ce qui a été fait, à mon avis, même si cela n'a pas été très visible, mais il y a cette exploitation-là qui est quand même assez malsaine et qui fait partie des tas qu'il faut corriger. Alors, Lansana Karamoko, quel état de lieu faites-vous personnellement de la CMU depuis sa mise en place? Depuis sa mise en place,
poursuivre ce que Sylvain a dit tout à l'heure, il y a un vrai problème de communication. Parce que toute opération, notamment une opération où on demande à chaque citoyen de payer 1000 francs, c'est très beau, et avoir accès tout de suite aux soins, il faut accompagner de tout ça vraiment d'une forte sensibilisation. C'est vrai qu'à la télévision, de temps en temps, avant ou après le journal de 20h, il y a des spots qui passent, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut aller au contact des populations, il faut mailler véritablement pour sensibiliser, de sorte que chaque citoyen se sent informé, mais qui ne veut pas avoir accès aux soins. Chacun de nous n'est pas complètement à l'abri d'une maladie. Ouais. Il faut d'abord sensibiliser les fonctionnaires et les travailleurs du secteur privé. Il faut les amener à comprendre pour que ceux-là puissent informer également leurs parents qui sont au village. Je pense que l'ambition du ministre de la Santé pourrait être légitime si effectivement il accompagne son opération avec une forte sensibilisation. On a rendu obligatoire, n'est-ce pas, l'adhésion à la CMU. À un moment donné, ça a commencé à bouger. Il y avait des bouchons là où on fait l'enrôlement, mais on a plutôt senti que c'est les gens qui veulent avoir leur carte, rien que pour avoir leur carte, pour aller passer un concours, avoir un passeport pour voyager, etc. Mais il faut aller au-delà pour leur expliquer que non, ce n'est pas seulement ça. C'est pour que vous puissiez être couverts sur le plan de la santé. On a des parents qui vivent en Europe. Quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, mais ils viennent avec beaucoup de médicaments. Mais comment ils font? C'est parce qu'ils ont adhéré à cette assurance là-bas, à cette sécurité sociale-là, qui leur permet d'avoir accès aux soins. Je crois qu'il y a eu un problème de sensibilisation et le gouvernement, le ministre de la Santé devrait davantage prendre en compte ces observations parce qu'on ne peut rien réussir aujourd'hui, de nos jours, sans une communication véritable. Si une communication est faite et que les Ivoiriens, dans leur ensemble, prennent conscience que c'est pour leur bien, il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas au-delà même des 20 millions. Il faut ajouter à ce qu'il a dit, et qui fait partie de ces pesanteurs desquels je parlais tout à l'heure. La couverture maladie universelle, telle qu'elle a été instaurée, a deux régimes. Il y a un régime qu'on appelle régime contributif et un régime qui est non contributif. Le régime contributif, c'est le régime de base, c'est-à-dire que les 1000 francs qu'on paye, en tout cas pour ceux qui doivent être assujettis à cette assurance, c'est 1000 francs par mois, par personne. Et puis, l'autre régime qui est non contributif, c'est dire que c'est une certaine catégorie sociale, des gens qui sont vraiment vulnérables à tous égards, que l'État même prend en charge. Vous comprenez? Mais dans l'administration même de toutes ces mesures-là, il y a souvent des failles. C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez aller demander à un paysan s'il a une carte d'assurance? Vous voyez, alors que cette assurance devrait être dirigée par exemple vers le monde paysan, qui ont quand même leurs organisations, soit syndicales, soit des coopératives, pour les motiver à payer. On peut même, à travers ces coopératives-là, payer pour tous les membres, etc. Mais ça n'est pas encore vulgarisé. Il y a même dans les hôpitaux, il devait y avoir des centres d'enrôlement. C'est-à-dire que donc, le patient qui arrive, s'il n'est pas enrôlé à la CMU, ce qui peut être donc un frein à ses soins, il peut avoir des appareils rapidement pour faire son enrôlement et puis pouvoir s'occuper de lui. Parce que c'est ça, une assurance, quand vous êtes rassuré que ça marche vraiment, ben, tout le monde est intéressé. Vous comprendrez que généralement, ceux qui vont souscrire à des assurances, surtout les assurances privées, c'est par exemple des personnes qui traînent des maladies chroniques, le diabète, l'insuffisance rénale. Est-ce que notre CMU-là prend en compte ces pathologies-là? Parce qu'elles sont coûteuses en termes de prise en charge.
Et donc si quelqu'un, on lui dit que non, cette pathologie n'est pas prise en charge, alors que lui, c'est sa pathologie, c'est cette pathologie qui peut l'obliger à aller souscrire à une assurance et que ce n'est pas fait, bon, vous comprendrez que... C'est donc un ensemble de facteurs qui rendront difficile d'atteindre les 20 millions de personnes d'ici fin 2024. Mais s'il a dit, c'est qu'il a sa stratégie et il va l'implémenter, nous allons la voir. Alors, nous avons tendu notre micro aux Ivoiriens. Qu'est-ce que les Ivoiriens pensent de la couverture maladie universelle, ceux qui utilisent en tout cas cette carte-là? Voici les réponses au micro de Clarisse Kanyala. L'initiative de la carte CEMU est une très belle initiative vu que quand nos parents vont dans les hôpitaux, ou bien nous-mêmes quand nous partons dans les hôpitaux, il y a déjà un pourcentage qui est déduit de tout ce que nous allons payer comme frais d'hôpital. Souvent quand on va à l'hôpital, on nous dit que ça ne passe pas. Voilà, on nous dit que ça ne passe pas. C'est la petite partie qui gêne un tant soit peu certaines personnes. À mon avis, la carte CEMU, tel que son nom le dit, ça devrait être bon. Mais au vu de ce qui se passe, je dirais que ce n'est pas bon. Et pourquoi? Ceux-là même qui ont déjà fait cette carte n'en bénéficient pas. Malgré que tu as cette carte, en bonne et due forme, tu vas à l'hôpital, tu vas payer tous tes médicaments, point pour point. Donc cette carte servirait à quoi alors? Nous sommes six enfants dans la famille. Et quand ils ont dit que c'est obligé de faire la carte, on ne va pas payer. On est parti faire la carte CEMU à Nord-Est. Ils ont donné un récépissé pour pouvoir s'inscrire. Si on n'a pas cette carte, en tant qu'étudiant ou élève, on ne peut même pas avoir accès à l'école. Ce qui encore n'est même pas normal. Les lois se votent. On s'adapte si on le veut. Ça, ce n'est pas une loi. Ils sont en train de nous obliger à faire quelque chose qui ne nous sied pas. Moi, je pense que c'est une bonne chose par rapport à la population parce que de nos jours, nombreux des parents n'ont pas assez de moyens sur le champ pour pouvoir subvenir aux besoins maladifs de leurs enfants. Moi, je pense que cela est une bonne option de panier aussi sur la carte CEMU en cas des imprévus de maladies. Bon, ça peut être une question d'information. Si la population n'est pas bien informée sur l'utilité de la couverture maladie universelle, elle ne va pas adhérer. Tout est basé sur la communication. Ça va communiquer, ça va expliquer. Je pense que c'est ce qui va donner, va amener les gens à se faire enrôler. La preuve en est qu'aujourd'hui même, il y a beaucoup de personnes qui vont dans les centres se faire enrôler pour pouvoir obtenir la carte. Voilà, nous avons tous suivi cet élément de reportage, un micro-trottoir, pardon. Lansina Karamoko, on commence par vous, votre réaction. On a comme l'impression que si on devait reprendre la CMU, reprendre tous les enrôlements, bon nombre d'Ivoiriens n'allaient plus s'inscrire. Oui, c'est l'impression qu'on a. Mais vous l'avez vu, c'est que les personnes rencontrées dans cet élément ont dit, finalement, ils nous ont rejoints, nous, qui avions déjà parlé, Sylvain et moi, sur le plateau, qu'il y a un problème de communication. Tout le monde veut avoir une assurance, tout le monde en rêve d'ailleurs. 1000 francs, c'est vrai, on a la carte. Mais il faut leur dire que chaque mois, on doit payer 1000 francs. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir la carte, parce qu'on a la carte, on arrête de cotiser, et puis on va avoir droit à des soins. Ça aussi, il faut expliquer aux populations. Mais peut-être qu'on arrête de cotiser parce qu'on n'a vraiment pas de bons soins ou bien on n'a pas accès à ce qu'on a dit au départ avec la CMU. Non, non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que le problème des soins, là, je vais parler terre à terre. Hein. Il faut être malade et tu vas voir. Voilà, il faut être malade. Tu vas voir pourquoi c'est nécessaire d'être assuré. Aujourd'hui, le paludisme, qui est la principale pathologie ici en Côte d'Ivoire, sa prise en charge, en tout cas moi à mon niveau, hein, parce que comme c'est ce que j'ai fait, je n'ai pas de cas d'assurance, c'est au moins 30 000 francs. Voilà, les 30 000 francs, c'est réparti entre peut-être ce qu'on appelle les analyses, les examens, et puis après l'examen, on vous prescrit une ordonnance. Quand vous avez subi tout ça, vous êtes à près de 30 000 francs, des fois même 40 000 francs.
Donc, s'il y a un système où on vous dit de payer seulement 30% et la caisse d'assurance maladie va s'occuper des 70 autres %, mais ce serait une bonne chose. Ça dit que si moi j'ai mes 30 000 francs, les 30 000 francs là, ça dit que je paye en moyenne peut-être 7 à 10 000 francs, et puis l'État s'occupe du reste. Vous voyez, ce serait tellement intéressant que si cela était pratiqué, les gens allaient courir. Mais quand les gens disent, on a la carte, à quoi ça sert si on ne veut pas s'en servir? Mais c'est une option du gouvernement. C'est-à-dire qu'il faut rendre d'abord l'inscription à la CMU obligatoire, ce qui a été fait. Mais l'obligation, malheureusement, ne donne pas immédiatement droit aux soins. Et pour avoir droit aux soins, il faut remplir d'autres conditions. Alors pour vous, quel est le véritable défi? Le défi, pour le gouvernement, c'est peut-être de mutualiser les efforts. C'est-à-dire de créer un ministère même spécialement dédié. C'est vrai, ça existe, mais je le disais tout à l'heure, il y a 2 ministères, le ministère de la Santé, le ministère des Affaires sociales. C'est lourd à gérer. Il y a la caisse... de la prévoyance sociale. Non, ce qu'ils appellent Sénam. Et tout ça, qui est sous la tutelle du ministère des Affaires sociales, bon, administrativement, c'est lourd. Allons-y nous inspirer de ce qui se passe en France. Lassina Karamoko l'a dit tout à l'heure, que nos frères qui viennent de là-bas, ils viennent avec beaucoup de médicaments, parce que tout ça, c'est donné par l'assurance. Parce que la base, on va y arriver peut-être tout à l'heure, mais l'indice de développement humain duquel on parle, ben c'est tout ça. Quelqu'un qui peut se soigner aisément, mais sa qualité de vie s'en trouve améliorée. Et donc, c'est un gros défi pour nos États. C'est pourquoi il faut mettre en œuvre tous les moyens qu'il faut pour pouvoir réussir cette sécurité sociale. Il faut s'inspirer en tout cas des meilleurs exemples qui existent au monde. Il y a le Costa Rica, ces pays d'Amérique du Sud et tout. Là-bas, il y a des systèmes de sécurité qui marchent. Pourquoi ça ne peut pas marcher en Afrique? Pourquoi ça ne peut pas marcher en Côte d'Ivoire? Je pense que c'est là le gros défi. Il faut, à un moment donné, se départir des différents pesanteurs politiques et se mettre véritablement à cette question. On a des spécialistes qui ont travaillé sur ces questions-là. Il y a des gens qui ont fait des doctorats sur les systèmes de sécurité sociale. Il faut les mettre à contribution pour corriger les faiblesses qu'on constate maintenant. Parce que peut-être que la source de ces faiblesses, ça vient sans doute du projet pilote. Vous êtes sans ignorer que le projet pilote a concerné une frange de la population, les étudiants, qui ne sont pas les plus socialement vulnérables. Mais on a voulu commencer par les étudiants. On a fait le projet pilote. Mais ce projet pilote n'a même pas pris en compte le paiement obligatoire, le paiement de 1 000 francs. C'est-à-dire, on a fait comme ça une cible et puis bon, on a appliqué. Donc, les résultats qui sortent, parce que c'est un projet pilote qui permet de projeter après sur le grand nombre, mais les résultats qui sont sortis de là étaient tellement faux qu'à la pratique, tout va être faux. Bien. Lassina Karamoko, quel est le véritable défi pour vous, rapidement, en 30 secondes? Le défi, j'insiste là-dessus, c'est la communication. D'une part, et d'autre part, il a dit, Sylvain, il faut alléger la machine qui s'occupe de cette affaire pour qu'elle ne soit pas, qu'elle n'ait pas trop de lourdeur administrative. Il faut dédier, pourquoi pas un ministère ou un département ministériel vraiment qui va s'occuper de ça. Les Ivoiriens ont besoin de se soigner. Les Ivoiriens sont contents du fait qu'on ait initié, n'est-ce pas, cette couverture maladie universelle. Il faut les sensibiliser et je ne vois pas en dehors de tout ça qu'est-ce qui pourrait bloquer. Il faut débarrasser tout ça des pesanteurs politiques parce qu'il a dit, ceux qui sont RADP disent, ah, c'est mon président qui a fait, moi j'y vais. Ceux qui sont de l'autre côté, on n'y va pas, c'est de l'arnaque. C'est la sensibilisation qui va
permettre à tout le monde d'être au même niveau d'information pour ces projets importants. Merci Lansina Karamoko. Place maintenant au deuxième sujet de cette émission, bien sûr consacrée à l'actualité politique. Tidjane Thiam, un profil qui dérange le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Voici la question que nos consultants vont répondre tout à l'heure, mais bien avant, je vous propose cette réclame publicitaire. On revient juste après pour la suite du débat. Voilà, chers téléspectateurs, vous suivez Entre deux News, votre émission d'analyse et de décryptage de l'actualité d'ici et d'ailleurs. C'est tous les jours du lundi au jeudi à partir de 20h15 sur les antennes de Reflet TV, numéro 208 sur le bouquet Canal+. Alors, la première question que je vous pose, Sylvain Debaï, c'est bien sûr le sujet du jour. Tidjane Thiam, est-il un profil qui dérange le RHDP? À voir les sorties de M. Thiam et à scruter les réactions qui viennent du RHDP, on pourrait bien dire que Tidjane Thiam dérange. Il dérange au plus haut niveau du RHDP, tant par ses déclarations et peut-être par sa prestance. On l'a vu récemment, sa sortie à Soubré, ce meeting du PDCI, mais bien avant, quand il a fait sa première sortie à Yamoussoukro, il a fait certaines déclarations qui ont tout de suite qui ont mis à mal les cadres du RHDP et qui se sont illustrés par des propos véhéments et tout. Donc, c'est un profil qui dérange parce que nous sommes à quelques mois, à un an, maintenant 16 ou 17 mois de la future présidentielle, et le RHDP étant dans une logique de conservation du pouvoir, tous ceux qui voudraient donc le contrarier, bien évidemment, sont des personnes à détruire. C'est bien dans cela que nous sommes, mais c'est bien dommage, parce que dans nos pays, il faut accepter la contradiction. Voilà. Quand je lis ou quand j'entends les propos des cadres du RHDP, je me dis que c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, mais que ces propos-là soient vraiment cadrés, n'est-ce pas, dans ce que je pourrais appeler la diatribe politicienne. C'est-à-dire, celui-là dit, celui-ci contredit, mais en restant sur le sujet principal, qui est la gouvernance, qui est la politique. Mais quand on va jusqu'à chercher des poux sur la tête des adversaires, quand on va jusqu'à personnaliser les débats politiques, je dis que c'est malsain. C'est malsain parce que dans tous les cas, en Côte d'Ivoire, nous devons tirer des leçons de notre passé. Ces questions-là, où on s'attaque à des individus et non pas à ce qu'ils disent, mais à ce qu'ils sont, je crois qu'il y a un problème. Bien. Et nous devons tirer des leçons. Alors, Lansina Karamoko, oui. Tidjane Thiam, c'est un poids lourd de la politique ivoirienne. Il dérange votre parti, le RHDP et vos cadres. Tidjane Thiam ne peut pas arriver et puis du coup devenir un poids lourd. On est poids lourd quand on a démontré sur le terrain qu'on pèse effectivement. Pour le moment, il n'a encore rien prouvé. Mais il est quand même le président du principal parti d'opposition. Il est le président du principal parti d'opposition, mais il vient récupérer un parti qui est en perte de vitesse. Il ne vient pas récupérer un parti qui est auréolé des succès. C'est de ça, un parti n'est lourd que pour ce qu'il vaut sur le terrain. Le PDCI a existé, a été très très lourd même, mais depuis bon moment déjà, le PDCI est très allégé. Et Tidjane Thiam devrait plutôt se concentrer à reconstruire le PDCI, à reconstruire l'environnement du PDCI, et puis faire peut-être de ce parti ce qu'il a été dans le temps. Il a encore vraiment un chantier important. Maintenant, puisqu'il arrive, il veut en même temps naître et puis marcher et courir, il veut devenir président de la République, alors il s'attaque à quelque chose qui est très très costaud.
Et donc, il a bien planifié ses sorties. Parce qu'il lance des pics. Or, la cible, c'est qui? Ce n'est pas les cadres du RHDP, c'est les populations. Vous savez, la communication, à un moment donné, on a dit que c'était le 4e pouvoir. Mais la communication est devenue aujourd'hui le premier pouvoir. Si la guerre de la communication, tu la perds, mais tu vas tout perdre. Je ne dis pas que nos populations sont influençables, mais nos populations sont sensibles à ce que l'adversaire dit. On est qui c'était consent, et de nos populations aiment voir leur leader réagir. Tidiane Thiam, je ne sais pas en quoi il devrait nous déranger. Il est venu dans l'arène compétir, mais il trouve devant lui des anciens joueurs. Quand tu es de l'Africa Sport et que tu veux monter en première division, et puis tu arrives, tu dis, moi je suis Africa, oui, tu as été Africa, mais tu arrives, tu as passé un bon moment dans le purgatoire, tu reviens en première division, il va falloir maintenant prouver que ce que tu étais demeure en gagnant des matchs. Donc Tidiane Thiam arrive, il ne nous dérange pas, il nous lance des pics, nous réagissons pour la compréhension de nos militants, et c'est ce qui se passe. Bien. Voilà. Sinon, nous, on est concentrés sur notre travail et je crois qu'on avance. Sylvain Debailly, avec Tidiane Thiam à la tête du PDCI-RDA, l'après Ouattara se discute. C'est quand même un gros morceau que le RHDP doit craindre dans les urnes s'il est candidat en 2025. Oui, mais vous avez entendu ce que vient de dire un cadre du RHDP. Il dit que le PDCI est un parti en perte de vitesse et que Tidiane Thiam vient d'arriver, le RHDP ne veut pas le craindre. Que voulez-vous que je dise? Vous êtes un analyste. Que voulez-vous que je dise? Je crois que, comme il a dit, on va peut-être attendre les prochains résultats de Tidiane Thiam pour voir. Mais pour ce qui nous est donné de voir, il faut quand même dire que les choses bougent. Dans une dynamique, la vie d'un parti politique ne s'arrête pas à des élections, ne s'arrête pas au résultat d'une élection. Aujourd'hui, ceux qui parlent disent que Tidiane Thiam ne peut rien prouver parce que le PDCI est en perte de vitesse. En regardant ces élections, ces résultats aux dernières élections municipales. Mais c'est une erreur. C'est une erreur parce que un parti politique, c'est comme un corps humain. Il peut être fatigué et puis on peut le redynamiser. Et puis bon, il reprend, ça marche. Vous comprenez? Donc, ce qui se fait aujourd'hui, les sorties de Tidiane Thiam actuellement, il qualifie cela d'écoute. Écoute des populations. C'est vraiment sa première étape. Écouter la population, venir formuler des politiques, des solutions, des propositions pour gouverner la Côte d'Ivoire. Il est déjà à sa première étape et puis déjà on voit ça et là des sorties, surtout celle de Gwali Dodo, qui est un cadre du RHDP chez vos confrères. Quand on écoute ces discours-là, quelqu'un m'avait dit, quand on écoute ces discours, nous on va aller faire nos bagages, se rapprocher de la frontière et puis, voilà, et puis nous apprêter à partir. Il faut rassurer. Le discours politique doit rassurer. Je crois que Tidiane Thiam, quand il parle aujourd'hui, c'est sur le vécu qu'il cible en tout cas ses sorties. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il constate sur le terrain? Mais ça, c'est le devoir de toute opposition. Qu'est-ce qui se fait sur le terrain? Que fait le gouvernement par rapport à ce qui se fait pour le bien-être des populations? Parce que toute politique, toute gouvernance doit être tournée justement vers le bien-être des populations. Donc aujourd'hui, il est dans ce canevas-là. Il est dans ce canevas et tous les partis politiques qui interviennent sur la scène devraient en tout cas être dans ce canevas et laisser de côté les attaques personnelles, laisser de côté ces questions qui nous ont divisés par le passé. Qu'est-ce que ça veut dire que M. Thiam allait souvent au Sénégal alors qu'il ne venait pas en Côte d'Ivoire? Alors, qu'est-ce que ça insigne? Parlons de division. Est-ce que Tidiane Thiam arrive aujourd'hui à rassembler tous les cadres du PDCI-RDA? Non, mais c'est son devoir. C'est son devoir de rassembler.
Mais vous voyez qu'au moins il y a des données, quelques données factuelles, que depuis un moment, cette valse constituée à sortir du PDCI et à aller vers le RHDP est en train de s'estomper. C'est dire que, quelque part, son discours rassure et sa stratégie rassure en interne. Vous avez vu cette image entre lui et ceux qu'on appelait ses adversaires internes, à savoir M. Gikawe et même Guégué Madi, l'un des doyens, qui sont mis ensemble sur cette photo, qui brandissent le poing. C'est des images qui sont faites pour rassurer en interne avant de mener le combat maintenant de la conquête du pouvoir. Et donc, ce n'est pas à moi de le dire, mais je pense que ce qui est donné de voir maintenant, on a vu un PDCI vraiment rassemblé aux obsèques du président Bédié. Et tout ça, ce sont des points. Ce sont des points, mais il va rassurer beaucoup plus dans le développement, en tout cas, de sa stratégie. On va attendre le discours de Dabou, parce qu'il a annoncé à Dabou, voir ce qu'il va dire là-bas. Mais ce qui nous est donné de constater aussi, c'est que la semaine dernière, je crois que vous en avez fait ici un sujet, on a un cadre du RHDP, ancien PDC, qui est revenu à la maison. Ce sont des signes. Ce sont des signes et je pense qu'il y a certains analystes qui ont interpellé le RHDP sur ces choses parce que ça ne va pas, ça va continuer si le RHDP ne change pas de fusil d'épaule. C'est-à-dire s'il doit se mettre seulement sur la défensive que d'apporter des solutions concrètes aux problèmes qui minent notre société. On ne dira pas que le RHDP n'a pas fait 15 ans dans la paix retrouvée. Le RHDP a eu le temps de mener sa gouvernance et de faire des investissements importants pour la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit à rassurer toute une population? Je pense que le défi aujourd'hui, c'est cela. Les politiques que nous menons, est-ce qu'elles sont à même d'apporter le bien-être à nos populations? Et c'est le RHDP qui est au pouvoir, et donc c'est à lui que doivent être adressées toutes ces critiques-là. Donc il doit avoir le dosage pour pouvoir les encaisser, mais apporter des réponses vraiment concrètes. Alors, voilà, Lassina Karamoko, avec Tidjane Thiam, le RHDP risque de se vider de ses cadres. Oh, ça me fait rire. C'est pas possible. C'est pas parce que, on l'a dit la dernière fois ici, sur ce même plateau, que le maire irait retourner chez lui. Mais ce n'était pas le constat avant. Hein? Ce n'était pas le cas avant. Mais une seule ironeur ne peut pas faire le printemps. C'est l'air Thiam. C'est pas parce qu'il est parti qu'on doit tout remettre en cause. Ce que nous avons fait, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il parte? Parce qu'il y a des choses... Il a ses raisons que personne ne peut savoir aujourd'hui. Qui sont politiques. Lui seul peut expliquer. Ce sont des raisons qui sont politiques et qui sont inhérentes à la gouvernance locale du RHDP. Si vous êtes proche de lui, que vous savez quelque chose sur la question, vous savez qu'il n'entretenait pas de bons rapports avec Amédée. Mais ça, là, pour des problèmes personnels, si on doit partir d'un parti politique, il y a un problème. C'est qu'on n'est pas convaincu quand on arrivait. Mais c'est le management politique. Oui, c'est le management politique. Ça, je n'en disconviens pas. Mais moi, quel que soit ce que tu me diras, pour me séduire de venir avec toi, si je ne suis pas convaincu, je ne viens pas. Je suis convaincu peut-être par le discours que tu m'as tenu. Maintenant, si je dois repartir, je dois d'abord exposer, parce que Amédée Kouakou n'est pas le président du directoire du RHDP. Même si c'est Amédée Kouakou qui l'a démarché, mais son acceptation au RHDP s'est faite de façon officielle, parce qu'il est secrétaire national. S'il y a un souci, c'est vers la direction du parti qu'on doit aller l'exposer. Pour dire, celui qui est en charge de la gestion du parti dans ma région, voilà ce qu'il me fait. Si on est vraiment convaincu au moment où on arrive... Cela a été remonté. Non, personne ne peut le dire. C'est que pour ces informations ont été remontées, mais qui n'ont pas eu de solution. C'est vrai que je ne suis pas sur le plateau c'est de revenir à la maison avec un mandat du RHDP, mais je suis militant du RHDP, je suis quand même un cadre du RHDP, je sais un peu de quoi je parle, parce que je vais quand même à des informations. Il est parti parce qu'il se sentait à l'aise d'être parti. Il est venu parce qu'il avait des objectifs. Il a atteint ses objectifs, il est devenu maire de Iré,
il pense qu'il est arrivé, donc il doit partir. Il s'en va, mais ne pensez pas que ça devrait pouvoir nous déranger. Alors, oui. Une question. Oui. Quelles sont les chances pour Tidiane Thiam d'être élu face à Alassane Ouattara, qui est votre candidat naturel? Il n'a aucune chance. Aucune chance. Il n'a aucune chance d'être élu face à Alassane Ouattara parce qu'il est un apprenti politicien, parce qu'il a dit des choses qu'on ne doit pas dire. Parce que quand tu commences à venir sur la scène et puis parler de ton grand-père, c'est que tu manques d'arguments, tu veux essayer, n'est-ce pas, de séduire les populations, leur dire « je suis le petit-fils du fouet ». Moi-même qui vous parle, je suis le petit-fils de quelqu'un qui a mis Oufo au pouvoir. Mon grand-père en 1949 a été arrêté à Boiflé, déporté à Dimbekro, emprisonné à Bassam, 5 ans, 3 mois de sa vie, coupé de sa famille. Vous imaginez un peu à Boiflé, à Abidjan, l'articulation de la famille était complètement dérangée. Il a fait 5 ans, 3 mois de prison. En 1952, il a subi une opération chirurgicale. Il était beaucoup plus âgé puisqu'il est né en 1880. Mais il était dans la même cellule que les Moquet, que les Kofi Gado, père à son âme. Mais ceux-là n'ont pas mené ce combat pour avoir quelque chose en retour. Mais c'est eux qui ont donné leur poitrine. Et pour l'histoire, le PDCI est né à Bamako, mais de Bamako, il a atterri à Korogo pour prendre l'onction du vieux Peleforo Gon. Et puis de Korogo, il est venu à Boaké voir Djibo Sungalo. Djibo Sungalo, il a transité par Boiflé. Les Zorobitra, les Vame Doumia. Mon grand-père, il s'appelait Lassina Karamoko, il porte son nom, etc., etc. Et puis c'est parti à Gagnoa Yakuba Sila avant de se retrouver à Dimbokro, chez Kone Samba Ambrad. Vous avez entendu parler de Yamoussoukro dans ce parcours. Ça veut dire quoi? Que Oufoué n'a pas eu besoin de ses parents pour lancer le PDCI. Bien. Alors, Tidiane Thiam n'a aucune chance, selon Lansina Karamoko, d'être élu face à Alassane Ouattara. Partagez-vous cet avis? Non, mais je dis que quand Lansina Karamoko parle, c'est un cadre du RHDP qui parle. Donc, mais vous parlez en tant qu'analyste, en tant que journaliste. Moi, je parle en tant que journaliste. Et je ne peux pas trancher comme ça. Je ne peux pas trancher comme ça parce que dire qu'il n'a aucune chance, ben, ce serait ne pas être objectif. C'est-à-dire chacun a sa chance en allant à une élection présidentielle. Bon, pour le moment, Tidiane Thiam n'est pas encore candidat à l'élection présidentielle de façon officielle. Alassane Ouattara non plus. Donc, on verra bien comment ça va se passer. Est-ce qu'Alassane Ouattara vous a dit qu'il est candidat? Ben, ça reste un gros mystère. Ça reste un gros Tout le monde l'attendait la dernière fois, mais voilà. Comme on l'a dit, il n'a rien dit. Ça reste de l'ordre du mystère. N'importe qui au RADP peut affronter Tidiane Thiam. Il ne faut pas vous focaliser sur Alassane Ouattara. Alors, tout à fait, mais aujourd'hui, les militants du RHDP comptent dans leur écrasante majorité sur Alassane Ouattara pour pouvoir poursuivre le bail. Et donc, il ne faut pas dire comme ça de façon péremptoire que M. Thiam n'a pas de chance. Parce que M. Thiam a d'abord, lui, sa personnalité, mais il a à sa possession un appareil politique qui est le PDCI. M. Karamoko disait tout à l'heure que le PDCI ne fait plus rêver, est un parti... C'est la réalité, on l'a vu sur le terrain aux dernières élections. Voilà, et c'est pour ça que je dis que la vie d'un parti, ben, la vie d'une nation ne saurait s'arrêter à une élection. Parce qu'on peut faire une élection aujourd'hui, quand on et puis la gagner demain. Il y a un moment où on fait une évaluation. Mais quand on fait l'évaluation, on ne connaît pas la hauteur. Tout part de ce qu'on propose au peuple. Non. Vous comprenez? Et puis chaque élection a sa réalité. Oui, l'élection municipale, l'élection locale n'a pas la même teneur que l'élection présidentielle. Alors, mais est-ce que la meilleure option pour Thiam serait une alliance PDC-RDA et PPACI dès le premier tour? Je pense que Thiam doit travailler à proposer une candidature PDCI, au premier tour, et travailler à ce que cette candidature-là soit vraiment adoubée, de sorte, dans un premier temps, à défaut de l'emporter au premier tour, mais de contraindre son challenger à un second tour. Et là, tout va se jouer. En ce moment-là, on pourra parler d'une alliance. Alors, voilà. Alliance PDCI-RDA, RHDP en 2025, qu'en dites-vous? Vous savez, l'histoire des alliances, hein, on connaît ça un peu en Côte d'Ivoire. En 90, on a vu l'USD des Auro, le FPI des Gbagbo, le PIT des Vaudier et puis le parti de Bamamori Ferry se mettre ensemble. Mais puisque c'était des alliances d'intérêt, ça a éclaté après. Et puis ensuite, on est parti en 95, on a vu le Front républicain avec le RDR et le FPI.
c'était une alliance d'intérêts, ça a éclaté par la suite, et puis chacun s'est cherché, jusqu'à ce qu'on retrouve une coalition RHDP née en France pour des questions d'intérêt, mais à un moment donné, il a fallu faire de cette coalition un parti politique. Ceux qui n'étaient pas d'accord sont partis, ceux qui voulaient rester sont restés. Les coalitions qui sont fondées sur des intérêts, il y a toujours eu des calculs dedans. Nous-mêmes, en son temps, à Leader, lorsque on devait aller aux élections présidentielles de 2015, on s'est retrouvé avec, je ne peux pas dire le PPAC n'existait pas, et le FPI tendance Gbagbo. On s'est retrouvé avec les mêmes Bamba Mori Ferré, on s'est retrouvé avec d'autres responsables, d'autres partis politiques de l'opposition. Mais puisque chacun est venu avec son calcul, ça n'a pas pu bouger. Moi, les alliances, ça ne peut pas marcher parce que, quelque part, les gens du PPAC, c'est qui est dans leur tête là. Gbagbo n'a qu'à devenir président. C'est pareil pour ceux du PDCI. Comme ceux du RHDP. Et d'ailleurs, quand Gbagbo fait une sortie, il dit on n'a pas besoin de banquiers. Mais il ne s'adresse pas qu'à Alassane Ouattara, il s'adresse aussi à Tcham. Vous voyez que ça s'annonce très mal pour une alliance sincère entre... Je connais les gars du PPAC. Ils vont vouloir venir s'asseoir à la table pour mener une lutte terrain. C'est-à-dire sur le terrain, ils vont lutter ensemble. Je crois que vous parlez, arriver à un moment donné d'une alliance, la possibilité d'une alliance PDCI, RHDP. Ah non. Alors vraiment, je m'en excuse, je suis sorti du sujet. Une alliance. C'était la question qui était déjà adressée à Sylvain Debailly. Une alliance RHDP, PDCI. Je ne sais pas, mais tout est possible en politique. Je ne peux pas me permettre ici sur le plateau pour dire que ça ne peut pas exister. Mais nous ne sommes pas ennuyés par une alliance avec le PDCI. Alors bien, alors au sujet d'une quelconque alliance PDCI, RDA, RHDP, voici la position du PDCI. C'était au cœur d'une conférence de presse du porte-parole principal du parti il y a quelques semaines, le parti de Tidjane Thiam, une conférence animée par l'honorable Bredoumi Soumaïla au micro de Rosita Conan. On regarde. Des alliances, et particulièrement celles tendant à penser que nous allons nous allier au RHDP. Quand vous m'avez écouté parler du RHDP, là, est-ce qu'avec ça on peut penser que c'est ça qui est notre premier choix pour avec? Nous, on veut prendre le pouvoir pour changer. On ne veut pas prendre le pouvoir pour prendre. Le président Thiam n'a jamais dit « je vais prendre le pouvoir ». Il dit « je viens pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens ». Pour y arriver, j'ai besoin du pouvoir. Nous ne sommes pas là pour devenir un attelage à un parti au pouvoir. Nous avons fait des alliances avec eux et nous avons pris le pouvoir en 2010, 2011. Nous avons travaillé jusqu'en 2015. Et en 2015, nous avons constaté que déjà il y avait des problèmes en termes d'engagement, de promesses et autres. Et en 2018, dans cette même salle, nous avons rompu l'alliance. On l'a tous suivi, hein, Sylvain Debailly. Le PDCI RDA ne se voit pas dans une alliance avec le RHDP. Votre réaction sur cette intervention? Oui, mais parce qu'il a déjà fait l'expérience de cette alliance avec le RHDP. Je pense que quand on construit, on ne compte pas sur quelqu'un. C'est-à-dire que vous construisez, vous menez, vous rassemblez toutes les pièces, et puis si par la suite quelqu'un vient vous aider, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller ensemble. Mais je crois que dans la dynamique actuelle, le PDCI est quand même le parti fondateur de la Côte d'Ivoire. À un moment donné, il doit pouvoir s'interpeller lui-même sur sa longue marche, sur son parcours. Moi, je ne dirais pas comme M. Karamoko que le PDCI est un parti dépassé. Parce que quand on regarde les partis politiques qui ont existé depuis un temps, ben, le PDCI a quand même une longévité. Depuis 1946, nous, on n'était pas encore nés, mais jusqu'en 2024, on parle encore du PDCI. Donc, c'est dire que ce parti-là compte encore sur l'échiquier politique ivoirien. Et donc, à un moment donné, il a eu une alliance avec le RHDP qui a connu ses hauts et puis ses bas. L'heure est venue pour ce parti de tirer les leçons. Et je pense que la première leçon qu'il tire, c'est de se donner un leader acceptable par tous.
à la personne de M. Tidjane Thiam. Et donc, avec ce leader, il faut construire quelque chose de nouveau. Avec ce leader, je crois que le temps est venu pour le PDCI de faire une proposition nouvelle, mais à l'expérience du pouvoir qu'il a exercé avec le RHDP, en tirant parti des expériences bonnes et des expériences mauvaises également. Et c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Et les tournées qu'entreprend le président du PDCI, eh bien, c'est d'abord pour rassurer la maison et puis de remobiliser les militants. Parce que c'est ça qui est essentiel. Ceux qui votent, ce sont d'abord les militants, mais également les non-militants. C'est-à-dire donc qu'il faut arriver à convaincre non seulement sa maison, mais arriver à convaincre au-delà de sa maison. Et c'est comme ça qu'on gagne une élection présidentielle. C'est-à-dire quelqu'un qui est convaincu de quelque chose, il peut être RHDP et puis aller voter pour M. Thiam. Comme il peut être PDCI et puis aller voter pour le candidat du RHDP. Parce qu'on est convaincu de ce que la personne propose et on est convaincu même de la personnalité du candidat. Et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui en ce qui concerne le PDCI. Et doit donc se départir de ce complexe d'alliance, c'est-à-dire que si on n'a pas fait d'alliance, on ne peut pas passer. Non, je pense qu'il faut construire. Le défi, c'est dans la construction. Le défi, c'est dans la relance. Et le défi, c'est dans les propositions fortes qu'on fera pour gouverner la Côte d'Ivoire demain. Lassina Karamoko, votre réaction sur la sortie du porte-parole du PDCI RDA? À l'aise tout le monde. Le PDCI veut revenir au pouvoir. C'est légitime de dire, nous, on a été, à un moment donné, on a disparu, on veut revenir pour venir reprendre le pouvoir. C'est légitime, l'ambition, elle est naturelle de vouloir revenir. Et donc, ne plus faire d'alliance avec le RADP, c'est parce qu'il est convaincu que nous, on n'est pas prêt à faire une alliance avec eux qui le dit. Il le sait très bien qu'on est passé à autre chose. Vous voyez, on m'a dit tout à l'heure que le PDCI est en train de se reconstruire. Ils sont allés se reconstituer, ils sont allés aux funérailles de Bédier, l'Union sacrée était là, oui, mais au chevet de quelqu'un qui est décédé. Il n'y avait pas que les gars du PDCI là-bas, les gars du RADP également étaient présents. Je crois que Thiam est face à la fois à deux défis. C'est ce qui fait sa difficulté, lui. Il veut reconstruire, il reprend un parti qu'il doit reconstituer véritablement. Parce qu'il ne faut pas qu'on se voie la face, le PDCI a perdu trop de terrain. Le PDCI que nous, on connaissait, ce n'est pas le même PDCI. Dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, le PDCI a perdu du terrain. Donc, Thiam sait que c'est un travail. D'ailleurs, ça fait partie du discours de campagne pour prendre la tête du PDCI. Reconstruire un parti, faire en sorte qu'il y ait une nouvelle synergie auprès du parti. En même temps qu'il a ce chantier, il veut aller être président de la République. Comme on le dit chez nous, courir et puis se gratter les fesses, c'est un peu compliqué. Mais c'est ce qui fait qu'il va faire sa difficulté. Sinon, c'est légitime. S'il s'est donné un peu de temps, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne doit pas être candidat. Mais avoir la prétention de gagner, alors que tu es en train de te reconstruire, ça va être très, très, très difficile pour lui. Je ne lui prédis pas le malheur, mais je prédis qu'il ne peut pas gagner ces élections parce que c'est vrai qu'un parti n'est pas jugé sur une élection parce que la vie d'un parti est dynamique, mais nous aussi, on a été à l'école, on faisait des compositions pour nous évaluer, et puis ensuite, on va à des examens pour nous évaluer, et puis c'est le jour de l'évaluation là qu'on dit ça a marché ou ça n'a pas marché, et on doit en tenir compte pour avancer. Le PDCI devrait avoir assez d'humilité pour savoir qu'ils ont perdu beaucoup de terrain et qu'il est important pour eux de se refaire en toute humilité, avoir le profil bas et aller de l'avant au lieu de chercher à lancer des pics à des gens qui, n'est-ce pas, le RADP, je vais dire, a travaillé fortement sur le terrain. On a dissocié les actions du président de la République aux actions du parti. On lui a demandé de se concentrer complètement sur la vie de la nation. Et il y a des cadres qui s'occupent de la vie du parti. On travaille d'arrache-pied tous les jours. C'est vrai qu'on ne communique pas assez dessus, mais nous sommes en train de travailler pour implanter davantage notre parti. Et d'ailleurs, le e-militant que nous avons abordé ici la dernière fois est une innovation qui devrait inspirer les autres partis. Nous, aujourd'hui, au moins, si je prends le cas d'Anyama où je suis, je peux vous dire aujourd'hui, il y a combien de militants enregistrés sur cette plateforme
qui constitue déjà une base réelle pour nous. Est-ce que c'est le cas du PDCI? Merci Lassina Karamoko. Dernière question pour vous. En même temps, si Alassane Ouattara n'est pas candidat, est-ce que Tidjane Thiam aura plus de chances d'être élu en 2025? Bon, avec des si, hein, quelles sont ces chances? Si vous me demandez de répondre à cette question, si Alassane Ouattara n'est pas candidat. Mais si Alassane Ouattara n'est pas candidat, il y a plusieurs cadres du RHDP qui sont maintenant à même d'être candidats. Merci. Ça fera en 2025 15 ans. Mais les chances ne seront pas les mêmes. Non, les chances ne seront pas les mêmes parce que ce n'est pas la même personnalité. Parce que je disais tout à l'heure qu'une élection municipale n'est pas semblable à une élection présidentielle. À une élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'un homme avec le peuple et la carrure, la prestance, la statue pour dire simplement l'équation personnelle de ce candidat-là compte. Et donc, on verra bien, si Alassane Ouattara n'est pas candidat, comme vous le dites, on verra bien qui il va placer. Mais moi, je suis convaincu, je suis de ceux qui sont convaincus que Alassane Ouattara sera candidat en 2025. Bien. Et vous me permettrez, pour finir, de faire attention sur une stratégie qui est peut-être politique, qui est peut-être novatrice, mais il faut faire attention parce que les militants que vous avez enregistrés aujourd'hui ne comptez pas sur eux à 100%, parce qu'un militant RHDP, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut être convaincu d'un discours d'un candidat PDCI et peut voter PDCI. Donc, avoir une base de données de militants, ça, ce n'est même pas... ce n'est pas une stratégie qui est payante. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, c'est la fin des deux sujets du jour. Nous avons parlé de la couverture maladie universelle, le ministère de la Protection sociale qui s'est fixé un objectif de 20 millions d'enrôlés d'ici à fin 2024. Et puis, dans la seconde partie, nous avons parlé de Tidjane Thiam. Est-ce qu'il dérangerait le RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix? Place maintenant à la rubrique Le carton rouge, juste après ceci. Voilà, c'est le carton rouge, rubrique dans laquelle nos consultants font chaque jour un coup de gueule sur des sujets qui font l'actualité. Place maintenant à Sylvain Debailly pour son carton rouge. Non, mon carton rouge, sinon mon coup de gueule, je voudrais l'adresser au maire de Yopougon sur un sujet qui me tient à cœur, c'est-à-dire l'hygiène du marché de Yopougon-Sikoji. Le marché de Yopougon-Sikoji est un marché qui est très célèbre aujourd'hui. Qu'on soit à Koumassi ou à Port-Boué, on a toujours envie d'aller faire un tour au marché de Sikoji parce que c'est un marché qui est assez fourni. Mais malheureusement, il y a eu une succession de maires depuis 2011, mais rien n'a été fait pour ce marché. De sorte que là-bas, il y règne le manque d'hygiène, il y règne la promiscuité et il y règne le désordre. La rue même qui traverse ce marché-là est occupée et elle est parsemée de nids de poules. Et en ces saisons de pluie, vous verrez là-bas des femmes qui vendent des poissons à même le sol dans la boue. Ces denrées alimentaires dans la boue. Les allées ne sont même plus praticables et tout est fait pour que, à la moindre étincelle, ce marché-là s'enflamme. Parce que l'occupation est anarchique et puis beaucoup de matières inflammables sont disséminées un peu partout. Et donc, j'appelle les autorités municipales à jeter un regard sur ce marché parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et puis, il y va aussi de la santé de tous les usagers de ce marché. Je veux parler des vendeuses, je veux parler de tous ceux qui y vont pour acheter quelque chose. Et c'est un cri vraiment d'alarme et de détresse en même temps pour que quelque chose soit fait pour ce marché. Vous voyez, même quand vous arrivez chez les vendeurs de poulet, quand vous arrivez chez les vendeuses des produits de la pharmacopée, ben c'est la désolation totale. Des odeurs pestilentielles partout. Ce marché ne répond plus aux normes. Voilà, donc c'est cet appel-là que je voulais lancer. Bien, merci Sylvain Debailly, Lassina Karamoko. Question, sinon réaction en 1 minute maximum. Réaction, je suis d'accord avec Sylvain, sauf quand il dit que ça a commencé en 2011. Voilà, il cible les maires RADP qui se sont succédés, mais il faut aller au-delà de 2011. C'est bien avant, beaucoup bien avant que
le marché de Sikoji, progressivement, a commencé, comme d'ailleurs beaucoup de marchés à Abidjan, à s'installer dans une insalubrité inimaginable. Alors qu'on va vendre là et acheter ce que nous mangeons, ce qui rentre dans notre ventre. Et donc, il faut qu'il y ait un minimum de salubrité afin que, n'est-ce pas, on puisse prendre des produits qui ne nous rendent pas malades au moment où nous sommes en train de chercher à nous nourrir. Je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas que le marché de Yopougon. À Koumassi, le maire Cissé Bakongo a réussi à assainir vraiment l'environnement des 2 grands marchés qui sont là-bas. À Abobo, Madame le maire Kandia Kamara a déjà détruit une partie, sinon tout le marché, parce qu'elle estime qu'il y a l'insalubrité. Je crois que son cri de cœur est tout à fait justifié. Il faut que le maire Adama Bitogo, le président de l'Assemblée nationale, prenne le taureau par le corne. Et puis ce marché de Sikoji, il faut peut-être le raser et le reconstruire vraiment à l'image et au nom de ce qu'est la Sikoji. Alors c'est à vous maintenant, le carton rouge face à la caméra. Les téléspectateurs de Reflet TV vous regardent. Mon carton rouge s'adresse à la CIE. Je n'ai pas dit commission électorale, je dit compagnie ivoirienne d'électricité. Voilà une compagnie à laquelle les gouvernements qui sont succédés ont tous eu confiance. On ne parle pas de l'augmentation du prix de l'électricité, mais eux, ils ont mis des conditions qui les arrangent. Quand on fait 1 heure de dépassement des délais parce qu'on n'est pas allé payer la facture, on va payer 10%. Mais eux peuvent se permettre de couper le courant comme ils veulent et puis ils sont à leur aise. Et plus grave, ils ont le devoir d'éclairer nos rues parce que c'est payé sur nos factures. Ils ne le font pas quand une ampoule est grillée. Il faut soudoyer un agent de la CIE pour venir vous installer une ampoule dans votre quartier afin de vous mettre à l'abri de l'insécurité. Lorsque vous avez une panne d'électricité dans votre secteur, vous les appelez, ils n'arrivent pas. Il faut vous cotiser, vous, riverains, pour aller encore prendre un agent de la CIE ou bien quelqu'un qui est agréé chez eux pour venir vous dépanner. Alors, je pense, et plus grave, les factures, ils ne les distribuent pas. Et ils disent à nous-mêmes d'aller chercher les factures là-bas. Alors, si la CIE veut bien continuer, il faut qu'elle comprenne que peut-être qu'il faut se limiter à la distribution, confier la partie dépannage à une autre entité, de sorte que nous puissions être dépannés très rapidement parce que nous payons nos factures. Et parce que si nous ne payons pas nos factures, ils viennent nous couper le courant. Et pour terminer, les compteurs prépayés. Pour l'avoir, il est plus facile aujourd'hui d'aller dans un site, creuser le trou et puis sortir de l'or et le diamant que d'avoir un compteur prépayé. Et donc, il y a des réseaux parallèles qui se mettent en place que nous sommes obligés de solliciter. Et quand on te donne un compteur prépayé, ces derniers temps, ils sont en train de circuler pour dire que le compteur que vous avez devait être à jamais. Et donc, au lieu de relocaliser, parce que c'est à partir des moyens numériques qu'on peut le faire, au lieu de relocaliser, il vous dit de payer, venir payer 100 000 francs, alors que vous avez déjà payé par le passé. Donc mon carton rouge, c'est de dire à la CIE, les gouvernements vous font confiance, mais vous aussi, vous devez tout faire pour soulager ce gouvernement et surtout les populations qui en souffrent énormément. Bien, Sylvain Debailly, question ou réaction rapidement, on a 1 minute pour terminer. Non, ce qu'il vient d'exposer comme problème, là, ça fait partie de nos problèmes existentiels. La CIE, son slogan, c'est « dans le courant de nos vies ». Et donc, ce courant de nos vies, là, je pense qu'il doit être un courant très fort, il doit être un courant qui nous donne beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de visibilité dans les actions de la CIE. Je suis de ceux qui félicitent la nouvelle direction de la CIE pour les différentes réformes qui sont mises en place, mais il faut être en même temps, il faut veiller à l'écoute des populations, à l'écoute des usagers. C'est vrai qu'il y a des plateformes qu'ils ont créées pour pouvoir être à cette écoute-là, mais c'est la réactivité qui n'est pas de mise. On signale un poteau électrique défaillant dans une zone. Pour que la CIE vienne, ben, c'est la croix et la bannière. On signale une ampoule qui est éteinte dans un village. Pour que la CIE vienne pour remplacer l'ampoule, bon, c'est vraiment difficile. Donc, il faut répondre aux besoins de la population. Et puis, aujourd'hui, moi, je ne trouve pas normal que
une facture, peut-être où on a déjà payé une avance, qu'on fasse encore, en cas de retard, qu'on applique une pénalité. On est quand même d'accord que la CIE nous permet aujourd'hui de payer de façon échelonnée nos factures. Ça, c'est une bonne chose, mais tous les problèmes qu'il a soulignés là, je pense qu'ils sont réels et il faut les régler. Alors, place maintenant à la dernière rubrique de cette émission, le chiffre du jour. Alors, le chiffre du jour, c'est 4. Qu'est-ce que ça vous dit, chers invités? On ne voit pas. 4. 4 puis moi. Alors, le 4, c'est bien sûr le 4e pont. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier a annoncé mercredi la mise en service officielle du poste de péage du 4e pont le lundi 1er juillet 2024 dans le souci d'assurer aux populations ivoiriennes une mobilité aisée et de maintenir les infrastructures routières en bon état. Alors, d'un coût d'investissement de 142 milliards de francs CFA, le 4e pont d'Abidjan reliant Yopougon au plateau, le centre des affaires d'Abidjan a été construit pour décongestionner le trafic dans la capitale économique ivoirienne. Pour rappel, les travaux ont été lancés le 30 juillet 2018. Alors, le péage sera mis en service. C'est un peu trop quand même à Abidjan. On a un péage à la sortie, disons, à Grand-Bassam, un péage sur le 3e pont, un autre péage sur le 4e pont. Vous savez, ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. C'est une question qui n'est pas une obligation, mais qui est suggérée fortement par les grands bailleurs de fonds. Parce qu'une route, ça s'entretient. Vous voyez, si on veut tout laisser à l'État, ça va être compliqué. Aujourd'hui, au moins, on peut partir d'Abidjan jusqu'à Yamoussoukro, sur l'autoroute, et puis voir de l'autre côté de la voie. Mais au moment où il n'y avait pas de péage, on se souvient qu'on pouvait être sur une partie de l'autoroute et même pas voir de l'autre côté à cause de la broussaille qui séparait les deux voies. Et il y avait des nœuds de poule. Aujourd'hui, avec ce que nous payons, il y a des efforts qui sont faits quand même pour... C'est vrai qu'Abidjan, ça va faire un peu trop, mais le développement aussi a un coût. Hein. Sylvain Debailly. Oui, vous avez utilisé un terme tout à l'heure que vous avez emprunté d'ailleurs au ministère, mobilité aisée. Est-ce qu'on fait une mobilité aisée avec un péage? Je ne crois pas. Le péage, c'est une contrainte, bien au contraire. C'est-à-dire qu'elle limite quand même nos moyens de déplacement. Mais bon, c'est un choix. Parce que dans toute politique de développement, il faut faire des choix. La Côte d'Ivoire a fait le choix des péages. Ce n'est pas mauvais en soi. Ce n'est pas mauvais, mais c'est de souvent calquer ça sur notre niveau de vie. Voilà, quand vous faites un péage qui coûte excessivement cher, vous allez le répercuter sur les usagers. Et je pense que ça peut être un frein. Ça constitue même un acte de cherté de la vie. Et donc, moi j'ai vu ce matin sur le 4e pont en question là, qu'il y a des agents du fait qui ont été commis et qui sont en train d'informer la population sur ce qui va se passer. Ils ont même commencé à vendre à certains usagers des cartes qu'ils ont déjà confectionnées. Pour le moment, ils parlent de combien? Je crois qu'il y a des cartes de 5 000 et ça vous donne droit à un certain nombre d'allers-retours. Bon. Et c'est déjà fait. Nous sommes sur le fait accompli et je pense que tu veuilles ou pas, tu vas payer. Tu vas payer, mais c'est d'appeler à un certain civisme. C'est-à-dire ce que l'État nous demande aujourd'hui, nous sommes tous acteurs de l'État, c'est de nous acquitter de notre devoir en tant que citoyens. Mais en retour, il faut que l'État aussi soit à notre écoute. Il faut vraiment utiliser l'argent de ce péage-là pour réparer nos routes. Voilà, parce qu'il n'est pas normal qu'on paye pour passer, et puis bon, que des routes soient en piteux état. Merci Sylvain Debailly. Parce qu'on voit des routes en piteux état. Merci à vous également, Lansina Karamoko. C'est malheureusement la fin de cette émission. Ce sujet pourra faire l'objet d'une autre émission. Merci d'être passé ce soir. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir été nombreux à suivre cette émission sur les antennes de Reflet TV. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain à partir de 20h15 pour d'autres numéros. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir. Merci. Merci.